Bienvenue sur ce plateau de Toute la vérité. L'invité, c'est un ministre d'État, un ancien ministre du Commerce, actuel député de sa République, l'honorable Mamadou Diop Decroix. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci, Pape Cheikh. Comme moi aussi, c'est toujours avec plaisir que je réponds à votre invitation. Oui, disons Ramadan Moubarak. On va démarrer le mois de Ramadan. Il y en a qui déjà démarrent ce dimanche. Donc Ramadan Moubarak, c'est le moment de le dire. Oui, Ramadan Moubarak. Souhaiter vraiment un bon Ramadan à tous les musulmans. La paix aussi, la sérénité à toute la communauté humaine à l'occasion de ce Ramadan et que le Tout-Puissant puisse accepter nos dévotions et nous pardonner. Amin, Ramadan Moubarak est le soukhourou corps, pour parler sénégalais, de Macky Sall. C'est de dire, de tenir un langage de vérité à ses concitoyens pour dire que voilà nos caisses. Les caisses de l'État du Sénégal sont là. Il y a trop pour les salariés du Sénégal. Maintenant, il faut réfléchir sur une meilleure répartition. Plus d'empathie pour, en l'occurrence, penser à ces jeunes qui ont également leur part du gâteau. Cela voudrait-il dire que pendant 7 ans, la jeunesse n'a pas eu sa part? Cela voudrait-il dire que le budget qu'il a élaboré est suffisamment équitable, etc. Cela veut-il dire que les dizaines de milliards de francs CFA qui ont été dépensés dans la campagne pour acheter des votes, etc., ça c'est un bon investissement, etc. Le président est très mal placé, à mon avis, pour donner ce type de leçons. Les salariés sont des travailleurs, ils travaillent. Je considère personnellement que ce qu'ils réclament, c'est en rapport avec ce qu'ils sont en train de faire. Que ce soit dans le public ou dans le privé, en général, les travailleurs, quand ils réclament, c'est parce qu'ils se rendent compte que, qu'il peut réclamer ça, on va dire, que c'est une revendication légitime. Par conséquent, je crois qu'il faut avoir un rapport moins arrogant vis-à-vis des travailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'arrogant quand le chef de l'État nous dit que pas moins de 80 milliards vont dans les salaires chaque mois au Sénégal? Mais ce sont des statistiques. Plus de 900 milliards l'année, plus de 1000 milliards globalement. Il ne lui reste que moins de 30 milliards par mois pour le fonctionnement. Mais celui qui répartit, est-ce qu'il a demandé aux enseignants si sa propre répartition était la bonne? Au syndicat, je veux dire, d'une façon générale, pas seulement les enseignants. Il ne l'a pas posé la question. Il a fait ses propres répartitions, etc. Voilà quelqu'un qui a fait voter des budgets, donc de l'argent public, pour donner à des gens dont on considère que ce sont ses votants, ses électeurs, ses partisans. C'est le cas des bourses familiales, c'est le cas de je ne sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs, le DER ou la DER. Ce projet-là. L'entrepreneuriat rapide. Voilà, l'entrepreneuriat rapide, etc., etc. Donc, franchement, bon, je pense que les syndicats l'ont bien entendu. On verra leur réponse. En tout cas, dans l'applaudimétrie, oui, il a été assez applaudi, le chef de l'État, à la salle des banquets, quand il dit que, voilà, je suis honnête avec vous, je vous le dis en face, il n'y aura pas d'augmentation de salaire, ce n'est pas possible. Sinon, nous pourrions aller vers un ajustement structurel. Qui a applaudi? Ce sont les travailleurs qui ont applaudi. Je pense que ça doit être ceux qui ont accompagné le président à la salle des banquets, qui ont dû applaudir. Ne me dites pas quand même que quand le président de la République dit aux travailleurs qu'il n'y aura pas d'augmentation, les travailleurs vont applaudir. Pourquoi ils auraient donc posé le problème? Non, 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 non. Il faut parler d'autre chose. L'ajustement structurel,
Je le crains. Issa Sall, qui s'est présenté à la dernière élection présidentielle, a évoqué également cette hypothèse. Il n'est pas le seul. Beaucoup d'économistes ont évoqué l'hypothèse de l'ajustement structurel. C'est très simple. On a emprunté beaucoup d'argent qu'il faut payer. Nous avons un service de la dette qui fait 863 milliards et quelques millions. Ça fait que nous payons près de plus de 2 milliards de francs CFA par jour de dette. Chaque jour que Dieu fait, nous payons au minimum 2 milliards de francs CFA de dette. Le service de la dette. On a un encours de la dette qui dépasse 6 000 milliards. Le taux d'endettement, aujourd'hui, bon, il y a tout un débat. Ils ont changé la base de calcul du taux d'endettement. Selon certains, on est à 65%, alors que nous étions à 30 et quelques pourcents en 2012. Donc on a presque multiplié par 2 le taux d'endettement. Par rapport même comment dirais-je, aux indicateurs de l'UEMOA, on n'est pas très loin des 70%. Bon, ils ont déplacé la base, hein, en disant que maintenant on doit être autour peut-être de 50%. Mais l'un dans l'autre, avec ce service de la dette, avec le prix du baril, le prix du baril, il y a une crise très sérieuse avec M. Trump aux États-Unis qui menace l'Iran, un gros producteur de pétrole, la guerre au Moyen-Orient avec le Yémen, l'Arabie Saoudite, etc. La situation au Venezuela, gros producteur de pétrole. Donc il y a beaucoup de tensions qui font qu'il n'est pas exclu, en dépit des déclarations que certains spécialistes peuvent faire ici ou là, il n'est pas exclu que le cours du baril continue de grimper. Si tel est le cas, le Sénégal pourrait bien cette semaine quand même, ce cours du baril est descendu en deçà de la barre des $70. $70. Ce qui est une bonne nouvelle quand même. Le président Sall a vécu pendant peut-être 4 années au minimum de PSE avec un cours du baril très bas. $40 à un moment. Le baril est en train de remonter. Vous avez dit, oui, il est descendu 70 jusqu'à quand? En tout cas, il se pourrait bien qu'il y ait des problèmes de ce côté-là. Donc, l'OPEP garantit qu'il n'y aura pas de crise énergétique. Bon, ben, on verra bien. On verra bien. Vous savez, les prévisions, elles sont faites pour être démenties. Donc, on verra bien. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. Hein. Moi, je souhaite quand même que nous puissions continuer à avoir des circonstances assez favorables. Jusqu'à $80, c'est tenable. Ça, je n'ai pas fait les calculs, mais je sais qu'il y a donc ce gros problème. L'endettement est très rapide au Sénégal. La Banque mondiale l'a dit récemment que le rythme d'endettement du pays est très rapide, peut-être même trop rapide. Et ce qu'ils reprochaient au président Wade à l'époque, que bon, le président Wade s'endettait à des taux qui n'étaient pas concessionnels. Aujourd'hui, 30% de notre dette est contractée sur des bases non concessionnelles. Oui, il rétorque en disant que la signature du Sénégal n'a jamais été aussi respectée dans le monde et qu'ils sont toujours dans ce niveau de la recherche de l'émergence. Pas d'ajustement structurel, mais émergence. Je crois même d'ailleurs qu'ils anticipent sur les rentrées du pétrole et du gaz. Avoir une bonne signature. Tout le monde a une bonne signature. Le Gabon a une bonne signature. La Guinée équatoriale a une bonne signature. Enfin, bon, vous avez le pétrole, le gaz, les gens, le zircon, les gens en ont besoin. Ils vous signent ce que vous voulez. Maintenant, est-ce que le problème, c'est est-ce que les populations pour lesquelles vous êtes là s'y retrouvent? Ce n'est pas le cas.
dans le cas du Sénégal. L'ancien ministre du Commerce que vous êtes, oui, quel commentaire sur l'augmentation du prix du ciment, par exemple, et ce mois de Ramadan où beaucoup craignent quand même de légères augmentations pour des denrées de base? Oui, je crois que c'est l'environnement d'une façon générale, l'environnement économique, etc. C'est vrai qu'en mois de Ramadan, la demande est assez forte. C'est une tradition, mais un gouvernement doit prévoir ce genre de situation. Je crois d'ailleurs que le ministre du Commerce, l'ancien ministre du Commerce, avait décidé de la baisse du prix du ciment, avait demandé en tout cas le prix, que le prix puisse baisser. Il y a eu une petite polémique là-dessus. Apparemment, c'est les producteurs de ciment qui ont eu le dessus. Le prix du ciment a bel et bien augmenté, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, ça peut avoir un effet domino sur les autres denrées, cette augmentation du prix du ciment? Peut-être, non, le prix du ciment, le prix du pétrole, oui. Le prix du ciment, pas forcément. Par contre, je sais qu'au Mali, d'où je viens, la presse malienne se plaint de l'augmentation du prix du ciment au Mali. Donc, voilà. Je crois que le grand problème, nous n'avons pas réinventé nos économies, vous le savez très bien. Et donc, on ne peut pas s'en sortir. C'est structurel. C'est congénital. La conception de nos économies. Je ne parle pas seulement du Sénégal, je parle du Mali, je parle de l'ancienne AOF qui avait été regroupée et gouvernée par une seule personne, je le rappelais à mes amis maliens, le ministre du colonie en France, des colonies en France, ou même le gouverneur général. Voilà, purement et simplement le gouverneur général qui commandait de Dakar à Zender, je sais pas où, Cotonou, etc. Bon, ils avaient une approche économique de leur colonie de l'Afrique occidentale française. C'était principalement l'agriculture, à côté de quelques mines de fer par-ci, par-là, la bauxite en Guinée, etc. Mais c'était l'agriculture café, cacao, Côte d'Ivoire. Bon, banane, Guinée, coton, Mali, Haute-Volta à l'époque, Sénégal, arachide, etc. Bon, c'était cohérent pour la colonisation, pour le colonisateur. Mais une fois qu'ils nous ont légué la souveraineté, l'indépendance, nous aurions dû réinventer nos économies selon une approche intégrée. On s'en serait sorti depuis très longtemps. Mais est-ce que aussi ils nous ont laissé faire? Est-ce que nous-mêmes avons eu la capacité, la carrure nécessaire, la vision, etc. L'audace. L'audace, voilà. Ouais, mais là, donc c'est heureux d'entendre le président Macky Sall réélu qui parle de changement de cap. Quel cap? Il parle de fast track. Quel était son cap? S'il change de cap, ça veut dire que pendant 7 ans, le cap n'était pas bon. Non, franchement, ça, ils sont tellement incohérents. Posez votre question. Je commentais juste le cap, quoi. Oui, mais il faut s'adapter. Vous-même, vous venez de le dire, réinventer son économie, toujours parfaire. Hein? On peut parfaire. Une œuvre humaine est perfectible. Au bout de 7 ans, il peut aussi revoir ce qui n'a pas trop bien marché, non? Et donc, pour ça, on change de cap. Si vous changez de cap, ça veut dire franchement, changer de cap, c'est changer de direction. Voilà. Donc, ça veut dire que ça n'a pas marché du tout. Ce sont les mots du Premier ministre. Ce sont les mots du Premier ministre. Alors, bon, s'il change de cap, franchement, moi, s'il change de cap, je peux me dire, ah ben, écoute, on va regarder, c'est intéressant, parce que le cap de 7 ans qu'il a pris était mauvais, totalement, et les Sénégalais le vivent.
Alors, s'il dit qu'il change de cap, je peux observer, mais il ne changera rien du tout. Il ne changera pas de cap. Il ne faut pas espérer des merveilles avec le président Sall. Ce sera une déception. Peut-être le changement de cap, quand Mohamed Dionne en parle, il pense surtout au fast-track, à la suppression du poste de Premier ministre, au fait de donner l'opportunité au président de la République d'aller au contact de ceux-là qui mettent en œuvre sa politique sur le terrain. Donc, autrement dit, pendant 7 ans, il n'a pas eu le contact. Pendant 7 ans, le premier a été un écran qui l'a empêché d'être en contact avec les Sénégalais, de sentir les dossiers. Franchement, vous savez, Pape Cheikh, c'est vrai, vous êtes des journalistes, vous êtes obligés de nous poser ce type de questions, mais elles n'ont pas d'intérêt pour les Sénégalais. Elles n'ont pas d'intérêt. Quelqu'un qui a un premier pendant 7 ans, qui dit avoir été élu dès le premier tour à 58 et quelques %, qui a caché aux Sénégalais qu'il allait supprimer le poste de Premier ministre. Une fois élu, entre guillemets, vous dit, oui, vraiment, j'ai été un peu truqué, bon, le Premier ministre a été un écran. Après, on nous demande d'épiloguer sur ça. Ça n'a pas de sens. C'est une perte de temps. Moi, franchement, ce qui m'intéresse... Mais ça a forcément une signification. Quand le président de la République ne veut plus de ce poste de Premier ministre, pour vous, quelle est la signification? Non, c'est un échec global. Et les raisons pour lesquelles il veut réviser la Constitution, enlever le poste de ministre, de Premier ministre, ceux qui le défendent sur les plateaux là, il ne leur a pas dit ça, hein? Ils ne l'ont même pas vu, probablement, pour qu'il explique. Il ne dit pas, ceux qui savent réellement pourquoi il le fait, sont peu nombreux. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas utile. Il faut aller au fond. C'est ça qui est important. Le fond, ce serait quoi? Voilà, c'est ça. Ce qui émerge là, ce qui sort... Non, c'est pas ça. C'est un iceberg. Ce que vous voyez, c'est le 10e. Les 9 dixièmes sont sous l'eau. Il faut aller regarder ça. Allons-y. Alors, si vous regardez, mon hypothèse, c'est des hypothèses, et que le président est parfaitement au courant qu'il n'est pas passé au premier tour. Nous, les études que nous avons faites, que nous avons rendues publiques, le portent autour de 45-46%, dans le meilleur des cas. Et je crois qu'il le sait. Bon, parce que là, une baisse tendancielle sur le plan politique, même sur le plan économique, bon, mais sur le plan politique, vous ne pouvez pas avoir eu 65% en 2012, 49% en 2017 et remonter à 58%, ce n'est pas possible. Bon. Donc il sait que il est encore descendu et j'imagine qu'il travaille sur 2024. Qu'est-ce qu'il compte faire en 2024? Je ne le sais pas. Mais du point de vue de la Constitution, il termine son 2e mandat. Il faut que quelqu'un d'autre le remplace. Bon, certains experts montrent que c'est pour bloquer un peu l'opposition, au sens où si l'opposition arrive à obtenir la majorité au Parlement en 2022, que lui puisse gouverner sans avoir besoin de l'opposition. Bon, évidemment, ce sera encore la crise politique institutionnelle, mais certains lui prêtent. Alors, voyez, donc il y a des hypothèses. Pourquoi il ne s'assoit pas pour dire, voilà ce que je veux faire, que les gens regardent, discutent? Si c'est bien pour le pays, si c'est bien pour le pays, en tout cas, moi, je suis
un opposant radical, mais si c'est bien pour lui, je dis, Monsieur le Président, ce que vous voulez faire est très bien. Le texte n'est pas motivé au niveau de l'Assemblée Alors nationale. maintenant, si le texte est là, il est mauvais de toute façon. Maintenant, mauvais par rapport à ma perception de ce qui est l'intérêt du pays. Parce que lui, ce qu'il présente, c'est comment manœuvrer, comment disposer les choses, comment, etc. C'est-à-dire les textes. La Constitution n'est pas changée pour la stabilité politique des institutions à long terme. Non, la Constitution est changée pour résoudre des problèmes conjoncturels d'un président de la République au pouvoir. Voilà. Ça, ce serait grave quand même. Mais c'est exactement ça. Un Et président ça a de la toujours, République peut agir de la sorte. Mais ça a toujours été comme ça. N'est-ce pas il a révisé la Constitution en 2016, n'est-ce pas? En mars 2016, il a réformé la Constitution. Il a mis le statut de l'opposition. Entre 2016 et 2019, c'était Wade. Pour éviter ça, il n'a pas appliqué la Constitution. Alors vous venez me parler de... etc. Il n'y a pas que ça. Hein. J'ai donné juste cet exemple, mais il n'y a pas que cela. Alors donc, le fond de la question, c'est un peu ça. C'est-à-dire nous avons un régime, franchement, qui n'est pas là pour nous. Les préoccupations qui sont les nôtres ne sont pas celles du pouvoir en place. Moi, j'ai vu des Sénégalais, des compatriotes, commenter avec bonne foi la mise en place du gouvernement, les profils, etc. Comme si c'était ça, la préoccupation de celui qui les a nommés. Non, ils règlent d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec nous, notre perception des choses. Ok, donc quand il met sur place son gouvernement, le rapport entre Macky Sall et son ministre, c'est quoi? Ce sont des pions à utiliser pour son agenda politique simplement pour vous? Je ne parle pas des ministres comme pions ou de ses rapports avec le président, ça ne me regarde pas. Non, c'est par rapport, ce sont ses choix en rapport avec les préoccupations des Sénégalais. C'est de ça que je parle. Je dis, ce que certains pensent qu'il est en train de résoudre, prendre en compte dans leurs préoccupations, c'est tout à fait différent de ce que lui, il est en train de régler. Mais il est bon alors dans sa communication et dans son approche parce qu'il continue de bénéficier de la confiance de ces mêmes Sénégalais. J'ai déjà répondu à cette question. Au premier tour, il avait dans le meilleur des cas 45-46%. Donc il n'a pas la confiance des Sénégalais. Je signale que ceux qui ont voté sont combien de... Quel est le pourcentage des électeurs même par rapport à la population globale? À plus forte raison, ce que représente cette portion qui a voté pour lui, et sans compter justement que ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité et donc nous allons essayer de parler un peu de votre livre blanc sur ça. Donc vous avez dégagé des chiffres pour un tout petit peu montrer comment il y a eu hold-up électoral. C'est le mot exact. Hold-up électoral au Sénégal. Oui, Mamadou Diop Decroix, tout de suite après la publicité.